Bonjour, je m'appelle Hassan Momni, je serai votre professeur de physique statistique pour ce semestre-là. Donc je vais essayer de déposer des capsules vidéo, donc ce qu'on fait en amphithéâtre. Donc avant de commencer, je vais présenter quelques ressources bibliographiques qu'on va utiliser pour assimiler ce cours. Donc il y aura un polycopier à la réserve. Donc sinon, elle est disponible sur la plateforme de la faculté ou bien sur mon site personnel, donc hlmomni.weebly.com. Donc sinon, en scannant le code QR. Donc ces capsules-là seront déposées sur ma chaîne YouTube, donc Hassan Momni. En termes de ressources bibliographiques ou bien de bouquins, donc je vous conseille de lire ou bien d'utiliser en parallèle donc le livre de Couture et Zitoun, Physique statistique, édition Ellipse, donc ou bien une version récente de l'édition Ellipse, donc de 2006, donc de la physique statistique. Donc il y a une référence en anglais, Thermodynamics and Statistical Mechanics, donc édition Spenengel. Donc le programme de ce cours, donc ça dépend du nombre de semaines qu'on aura pour ce semestre, vu la pandémie. Donc la première séance, on va faire une introduction générale et discuter un peu l'utilité et la puissance de la physique statistique et pourquoi on a recours à cette physique. Donc le premier chapitre concernera donc quelques notions fondamentales de probabilité statistique. Le deuxième chapitre, c'est une description microcanonique du système isolé. Donc c'est un système qui ne change ni énergie ni matière avec l'extérieur. Donc le troisième chapitre traitera les systèmes en situation canonique. Ce sont des systèmes qui échangent de l'énergie avec l'extérieur et qui ne changent pas de matière. Donc le quatrième chapitre, c'est la situation grande canonique, donc où l'échange de l'énergie et de la matière sont permises. Donc et en dernier lieu, donc on traitera les gaz parfaits de bosons et fermions. Donc on aura l'occasion de voir quelque chose de nouveau. Donc comme je cite la condensation de Bose, le cinquième état de la matière. Donc, en parlant d'état de la matière, vous connaissez la vapeur, donc le liquide et le solide. Donc, il y a aussi le plasma et la condensation de Bose qu'on a réalisé expérimentalement récemment. Donc, le plan de cette séance, donc, on va parler de la microphysique et la macrophysique. On va voir le passage entre ces deux physiques. On va introduire la méthode de la physique statistique. En dernier, on va parler du hasard et du déterminisme. Donc, la première section, c'est macrophysique et microphysique. Donc, je vais donner en quelque sorte quelques grandeurs, donc en longueur. Donc, je cite le femtode, donc c'est 10 à la puissance moins 15, le Armstrong, c'est 10 moins 10, donc le micron, c'est 10 à la puissance moins 6, donc le 1 mm, c'est 10 à la puissance moins 3, le 1 mètre et le kilomètre. Donc, je vais représenter ces grandeurs-là sur une échelle logarithmique. Donc, pourquoi une échelle logarithmique? C'est tout simplement parce qu'on a des petites valeurs et des grandes valeurs que je dois représenter sur le même graphe. Donc, par exemple, si je prends, donc il y a deux types de représentation, donc soit la représentation linéaire. Donc, dans la représentation linéaire, si je prends, par exemple, donc un axe. Donc, si je prends ici le 0, donc ici le 1, la deuxième déviation, ça va être automatiquement le 2. Donc, ici, je vais avoir le 3. Donc, je passe par addition. Donc comme ça, si je veux représenter, par exemple,
1000, donc 10 à la puissance 3, ça va être très loin. Donc c'est impossible de faire ça, donc en quelque sorte, dans une échelle linéaire. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à ce qu'on appelle l'échelle logarithmique. Donc, si je prends mon échelle, donc la déviation, ça va être 1. Donc je passe par des puissances de 10, donc c'est 10, 100, 1000, etc. Donc ça, c'est 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 1, donc à la puissance 2, à la puissance 3. Donc, et comment on représente ça? C'est tout simplement le passage par la fonction logarithmique. Donc, si je veux représenter, par exemple, 400. Donc, 400, il suffit de calculer la déviation pour laquelle j'ai 10, je vais chercher la déviation telle que je vais avoir 10 à la puissance. La déviation, ça fait 400. Donc, il suffit de passer par la fonction log. Donc, c'est un log à base décimale et non pas népérien. Donc, je vais avoir le log de 400. Ça fait la déviation. Donc, c'est à peu près de 2,6. Donc, je calcule. Donc, première déviation. Donc, deuxième déviation, 0,6, c'est à peu près ici. Donc, 400 se trouve là. Donc, de même, pour les puissances négatives, donc je vais avoir la deuxième déviation, ça va être 0,1. Ici, dans ce sens, c'est 10 moins 1, 10 moins 2, et etc. Donc, on revient à notre échelle. Donc, ceci, je vais le représenter sur une échelle de longueur. Donc, pour le femto, je vais avoir, c'est le noyau, donc l'Armstrong, c'est la distance de l'atome. Donc, bactérie, il est de l'ordre de 1 micron. Le grain de sable, il a la dimension de 1 milli. Donc, l'échelle humaine, c'est le mètre, 1 kilomètre, etc. Donc, et la Terre, donc c'est de l'ordre de 10 à la puissance 3 km, vu que le rayon de la Terre, c'est 64 000 km. Donc, et après, il y a d'autres ordres de grandeur. Donc, pour le Soleil, c'est 10 à la puissance 6, etc. Donc, on parle souvent d'unités astronomiques. Donc, c'est la distance entre le Soleil et la Terre, c'est de l'ordre de 150 millions de kilomètres. Sinon, on utilise d'autres grandeurs comme le parsec. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que je peux diviser en quelque sorte ces longueurs en deux catégories. Donc, je vais avoir la catégorie microscopique et la catégorie macroscopique. C'est inférieur à 0,1, c'est supérieur à 0,1 micromètre. Donc, et je vais avoir une limite entre les deux, c'est de l'ordre de 0,1 micron, qui est la limite du microscope optique. Donc, ces deux catégories, ou bien ces deux domaines de physique, ils sont décrits par des théories qui sont différentes. Donc, pour la macrophysique, donc je cite la mécanique classique au relativiste. Donc, relativiste dans le cas où les vitesses des objets approchent celles de la lumière. Dans ce cas, on fait appel au formalisme de la relativité restreinte. Donc, il y a l'électromagnétisme à travers les équations de Maxwell. Il y a la thermodynamique classique à travers ces principes. Donc, le premier principe traduit la conservation de l'énergie. Donc, travail, échange de travail, énergie, et vice-versa. Donc, il y a aussi le deuxième principe qui traduit la croissance de l'entropie. C'est que l'entropie est une grandeur qui est croissante et ne décroît jamais. Donc, et ça définit la direction de l'évolution. Donc, l'énergie, ou bien la chaleur, par exemple, passe du chaud vers le froid et non pas l'inverse. Donc, le troisième principe, c'est qu'au zéro absolu, donc à 0 Kelvin, donc l'entropie, elle est nulle. Tandis que la physique microscopique, elle est régie par la mécanique quantique. Donc, le mouvement des particules, il est régi par la mécanique quantique. Donc, c'est l'équation de Schrödinger que vous avez vue dans votre cours de S4. Donc, il y a l'électrodynamique quantique. Donc, elle joue le même rôle que l'électromagnétisme. C'est une variété, en quelque sorte, de l'électromagnétisme tenant compte de la mécanique quantique.
Et si je veux comparer ces deux théories, ou bien ces deux domaines de la physique, ou bien ces deux catégories, la macrophysique et la microphysique, je peux dire que les lois de la mécanique et de l'électromagnétisme, ils sont continus en macroscopique, ils sont discontinus en microscopique. Donc, je prends par exemple l'énergie. Donc, l'énergie peut prendre toutes les valeurs possibles, donc au niveau macroscopique, donc sur une échelle en énergie. Donc, je peux prendre n'importe quelle valeur. Donc, c'est continu en macroscopique. Tandis qu'au niveau microscopique, au niveau quantique, vous avez ce qu'on appelle la quantification. Donc, c'est que l'énergie, il prend que des valeurs qui sont discrètes ou bien que des valeurs possibles, donc d'énergie. Toutes les valeurs ne sont pas permises. Donc, c'est ce qu'on appelle la quantification. Donc, aussi, la thermodynamique a un sens en macroscopique, il n'a pas de sens en microscopique, parce qu'on n'arrive pas à définir, par exemple, l'entropie pour une particule, bien pour un objet microscopique. Donc, on parle souvent de l'entropie du système, un grand système. Donc, il y a aussi la notion de déterminisme, indéterminisme. Donc, le macro, elle est déterministe. Donc, je peux prévoir exactement l'évolution d'un système à partir des conditions initiales. Donc, je cite par exemple, je prends l'exercice de la projectile, il suffit d'avoir les connaissances en vitesse initiale et angle, donc pour déterminer exactement la portée ou bien là où la particule ou bien la projectile va tomber. Donc les connaissances des conditions initiales, donc c'est essentiel. Conditions initiales est essentiel donc pour déterminer l'évolution ou bien le résultat final. Donc on dit que le phénomène il est déterministe. Par contre, en mécanique quantique, vu le principe d'incertitude de Heisenberg, donc on ne peut pas prévoir exactement le résultat. Toujours on dit que on va trouver tel et tel avec une telle et telle probabilité. Donc, vu ça, donc c'est probabiliste, c'est indéterminé. Donc, le principe de Heisenberg, je cite, c'est delta x, delta p supérieur ou égal à h par 1 sur 2. Donc, ce qui est légitime, ou bien la question légitime qu'on doit poser, c'est comment je peux passer d'un objet de la physique microscopique à la physique macroscopique, vu que les objets macroscopiques sont constitués d'objets microscopiques. Donc c'est ce que j'écris ici, même que les deux physiques semblent différentes, il doit y avoir un lien profond, donc, car les objets macroscopiques sont formés de très grands nombres d'objets microscopiques. Donc je prends le cas d'un gaz, donc un gaz d'hydrogène, donc de volume 22,4 litres, donc il va contenir 6,23 molécules, donc le nombre d'Avogadro. Donc, les propriétés de ce gaz, ou bien les propriétés globales, sont déterminées par ce qu'on appelle la thermodynamique classique. C'est la thermodynamique ordinaire que vous avez eu l'occasion de voir dans votre premier cycle. Donc, on parlera après de thermodynamique statistique dans ce cours. Donc, les propriétés globales sont définies donc, à travers la loi de Mariotte ou bien la loi de gaz parfait, PV est égal à nRT. Donc le mouvement des particules, je sais que le mouvement des particules est régi par la mécanique quantique. La question qui se pose, c'est comment expliquer les propriétés de l'objet macroscopique à partir des propriétés
microscopique de ces constituants. Donc je reprends, et je vais schématiser en quelque sorte cet exemple-là. Donc je vais avoir un réservoir ou bien donc un récipient dans lequel je vais mettre le gaz. Donc on se propose de calculer en quelque sorte la pression de cette section-là, ou bien de cet élément de surface D de S. Je vais chercher ce P. Donc en guise d'astuce, donc on fait la remarque suivante que la pression elle est due au choc des molécules sur les parois. Donc les molécules se déplacent, donc c'est leur choc sur les parois qui crée la pression. Donc on va commencer par un calcul direct. Donc pour le calcul direct, donc on va faire des suppositions. Donc, avant d'entamer les calculs, toujours on va essayer de trouver quelques hypothèses ou bien des simplifications qui nous facilitent le calcul. Donc, dans les conditions normales, les molécules sont loin les uns des autres, sauf au moment du choc élastique. Donc, en quelque sorte, on néglige l'interaction entre les molécules. Donc, pourquoi ça? C'est pour ne pas utiliser en quelque sorte la mécanique quantique, mais je vais utiliser la mécanique classique qui sera un bon remplacement de la mécanique quantique dans ces conditions-là. Donc, c'est un gaz, donc en quelque sorte, il est parfait, je néglige les interactions. Je vais faire appel à la mécanique classique pour décrire le mouvement et les trajectoires des particules. Maintenant, si je veux écrire les équations de ces molécules-là, donc ça revient à dire que je vais écrire 10 à la puissance 23 équations. Et sachant que chaque molécule, je peux le repérer en quelque sorte, ou bien elle est déterminée par 3 coordonnées. Donc il y aura celle de la position, à travers X, Y et Z, et ceux de l'impulsion, à travers Px, Py et Pz. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 6 à la puissance 23 équations que je dois différencier, que je dois résoudre. J'ai besoin des conditions initiales, donc qui seront les positions et les impulsions. Donc, j'ai ici 6 pour chaque molécule. Donc, je vais avoir ces 6 fois 6, 10 à la puissance 23. Donc, ça va faire 3,6, 10 à la puissance 24 conditions initiales. Donc, c'est énorme. Donc, ceci, je ne peux pas le faire même avec les plus puissants des ordinateurs présents aujourd'hui. Donc, c'est irréalisable physiquement. Donc, je dois chercher en quelque sorte une autre méthode pour faire ce calcul. Donc, en quelque sorte, le calcul direct n'est pas le bon choix. Donc, autre faille du problème, c'est que c'est au niveau des conditions initiales. Au niveau des conditions initiales, leur choix, c'est impossible, vu que les molécules sont des particules, sont des objets quantiques. Donc, tenant compte du principe d'incertitude de Heisenberg, donc je ne peux pas déterminer de manière exacte les valeurs de X et de Px, Y et Py et Z et Py. Donc même les conditions initiales, je ne peux pas les déterminer. Donc, on ne va plus utiliser en quelque sorte de calcul direct, on va introduire un calcul statistique. Donc, pour le calcul statistique, donc ou bien la méthode statistique, il repose sur ce qu'on appelle donc l'ensemble représentatif. Donc c'est un ensemble qui suit certaines hypothèses pour décrire de manière simple le système. Donc c'est un modèle plus simple suivant quelques hypothèses. Donc les hypothèses que je vais mettre. Donc il y aura un mouvement entre les chocs, mouvement entre les deux chocs va satisfaire le principe d'inertie. Donc satisfaire le principe d'inertie, je vais avoir des trajectoires qui sont rectilignes et des vitesses constantes. Donc la deuxième hypothèse, donc ça va être que le choc entre les molécules et sur les parois
sont des chocs élastiques. Ça veut dire que l'énergie cinétique, ça va être, il n'y a pas de perte au niveau de l'énergie cinétique. Et la troisième et importante hypothèse, c'est pour une molécule, toutes les valeurs et toutes les directions de la vitesse sont a priori également probables, c'est-à-dire réparties au hasard. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc toutes les directions sont permises et toutes les valeurs de vitesse sont permises. Donc au lieu de simplifier le problème, on l'a rendu plus complexe, donc en donnant la parfaite liberté aux particules. Donc, l'hypothèse 1 et 2 sont conformes à la mécanique quantique, tandis que la dernière hypothèse, la troisième hypothèse, elle est la base ou bien la clé de la physique statistique. Donc, ici, j'ai écrit une phrase que c'est que la mesure de notre ignorance est la clé de la méthode statistique. Pourquoi j'ai introduit donc le mot ignorance, c'est que en donnant aux particules donc la liberté de se déplacer de manière isotropique dans toutes les directions avec toutes les valeurs possibles de vitesse, je vais trouver un résultat. Donc pour le résultat, c'est d'autant plus simple, donc c'est en passant par la valeur moyenne. Donc je remplace donc dans la loi de Mariotte, donc au lieu de travailler avec la pression, donc je vais travailler avec la pression moyenne sur tout l'ensemble des particules. Et je vais trouver en quelque sorte le même résultat. Donc je passe de ce qui est microscopique au résultat qu'on a vu, donc de PV est égal RT, qui est macroscopique. Ainsi, on peut dire que le calcul est d'autant plus simple que notre ignorance sur la structure détaillée du système est plus grande. Donc, plus on ignore la structure détaillée, ou bien on ignore la structure microscopique du système, plus le calcul devient plus simple parce qu'il s'agit d'une affaire de moyenne. Donc, je cite que l'ignorance n'est pas un handicap. Au contraire, c'est un avantage plus simple. Donc, d'ailleurs, c'est la seule méthode possible. Donc, on n'a pas d'autre méthode pour résoudre ce genre de problème, donc à part la méthode statistique. Donc, je résume ici, dans cette section, la méthode de la physique statistique. Donc, pour le but, c'est déterminer les propriétés d'un objet macroscopique à partir des propriétés et des objets microscopiques qui le constituent. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, on a décrit en quelque sorte la loi qui régit le gaz à partir de la description microscopique des molécules qui le constituent. Pour la méthode, c'est essentiel de choisir un ensemble représentatif. Donc, et le choix de l'ensemble représentatif, c'est essentiel. Donc, sur lequel on va calculer les propriétés macroscopiques. Donc, pour calculer ça, donc on passe tout simplement par la valeur moyenne de la somme des propriétés micro. Donc, pour le choix de l'ensemble représentatif, donc il y aura un ensemble de critères que je dois faire donc, pour que mon ensemble représentatif soit valable, ou bien soit intuitivement valable. Donc, je regarde le premier exemple et le deuxième exemple. Donc, ce sont des hypothèses qui sont basées sur la mécanique classique, sur quelque chose que je connais. Donc, les propriétés microscopiques doivent être compatibles avec les lois physiques. Donc, je ne peux pas les choisir n'importe comment. Ils doivent être compatibles avec les lois physiques. Dans l'exemple précédent, c'était le principe d'inertie et le choc élastique. L'hypothèse doit satisfaire, ou bien l'hypothèse statistique doivent être intuitivement valables. Donc ça, c'est important. Donc je ne peux pas choisir
n'importe comment l'hypothèse statistique. Donc, pour donner un exemple ici, en réalité, je vais donner un contre-exemple. Donc, on peut choisir un ensemble représentatif où toutes les vitesses sont verticales. Donc, c'est transversal, comme ça. Donc, et vu qu'on connaît que la pression, elle est due au choc des molécules sur les parois, donc je vais avoir une pression sur la face A et une pression sur la face B, donc je ne vais pas avoir de pression, donc qui sera nulle sur les deux faces C et D. Ce qui n'est pas vrai, donc je sais que quand je vais mesurer la pression, il y aura sur toutes les faces. Donc, cette hypothèse que j'ai émise, donc, elle est fausse. Donc, l'hypothèse statistique doit être intuitivement valable, donc il doit reposer sur l'intuition du physicien. Une dernière remarque, c'est que une théorie de physique statistique doit avoir non seulement un caractère d'explication, mais peut aussi faire des prévisions. Donc, ceci, peut être fait à l'aide de la notion de l'extrapolation. Donc, si je connais en quelque sorte la loi qui régit ou bien un ensemble de points, donc je peux extrapoler donc pour dire ou bien pour prévoir donc l'évolution du système, pour dire dans le futur comment le système va évoluer. Pour la dernière partie, donc concernant hasard et déterminisme, je reprends l'exemple précédent. Donc, dans l'exemple précédent, donc, la clé de simplification était de remplacer les conditions initiales de l'ordre de 3,610 à la puissance 23 conditions par la répartition au hasard. Donc, au lieu, a priori, donc, quand on voit le problème, donc, quand je dis que les particules sont réparties au hasard, je crois que j'ai en quelque sorte rendu le problème plus complexe, mais en réalité, je l'ai simplifié en donnant la liberté aux particules de se déplacer comme ils veulent. Donc, on parle d'un phénomène dû au hasard, c'est le résultat d'une expérience où intervient ce phénomène peut être prévu. Donc, c'est comme ça, c'est comme le cas qu'on a cité tout à l'heure, celui de la projectile. Donc ici, je vais donner un autre exemple. C'est l'envoi d'un photon à travers une fente. Donc quand j'envoie un photon, donc je ne peux pas déterminer de manière précise donc la position ou bien là où le photon va taper sur l'écran, vu le principe d'incertitude de Heisenberg. Donc, mes connaissances microscopiques, elles sont imprécises. Donc, je ne peux pas déterminer avec certitude l'emplacement du photon sur l'écran. Je peux dire que le photon va taper sur l'écran à tel et tel endroit avec une certaine probabilité. Donc, tandis qu'on parle d'un phénomène entièrement déterminé, c'est le résultat d'une expérience où intervient ce phénomène peut être prévu de manière exacte. Peut-être ici, donc j'ai parlé de projectile, donc c'est pas vrai. Donc la projectile, c'est au niveau d'un phénomène bien déterminé, donc qui n'est pas le fruit de hasard. Donc, je rectifie ici. Donc, la projectile, c'est pas ici. Donc, je reprends le même exemple d'envoi de photons, mais ici, je vais faire une expérience de diffraction. Au lieu d'envoyer un photon, je vais envoyer un faisceau de photons avec un débit de l'ordre de 10 à la puissance 25 photons par seconde. Donc, et je regarde ce que je vais avoir sur l'écran. Donc ça, c'est en quelque sorte, c'est la figure de diffraction. Je vais avoir
une tache lumineuse au centre, donc des petites taches donc lumineuses séparées par des taches sombres. Donc le graphe que je vois ici, donc ce n'est autre que c'est le sinus cardinal, donc c'est sinus xx divisé par x, donc c'est proportionnel à l'intensité. Et donc proportionnel. L'intensité est proportionnelle sinus cardinal au carré, donc avec le I0, c'est l'intensité initiale. Donc j'envoie un ensemble de photons ici, je les récupère sur l'écran sous forme de tâches. Et qu'est-ce que je peux dire ici? Donc je peux déterminer en quelque sorte en ce point le nombre de photons, puisque je connais l'intensité, et l'intensité ce n'est autre que c'est l'ensemble de photons en valeur moyenne en quelque sorte. Donc, en partant d'un photon que je ne peux pas déterminer son emplacement ici sur l'écran, je peux déterminer en quelque sorte la moyenne de l'ensemble du photon sur l'écran via l'intensité. Donc, une connaissance microscopique imprécise n'empêche pas une connaissance macroscopique précise. Donc, je ne connais pas la position du photon sur l'écran, mais je peux connaître l'intensité en chaque point sur l'écran. Donc, c'est la physique statistique, ou bien c'est la clé de la physique statistique. Je peux passer de quelque chose que je ne connais pas, donc l'ignorance sur la structure microscopique n'empêche pas la connaissance exacte des propriétés macroscopiques. C'est le rôle et la mérite de la physique statistique. Donc, on continue. Donc, je vais passer au premier chapitre. Donc, pour le premier chapitre, donc ça va être c'est des rappels sur les notions fondamentales de probabilité et statistique. Donc, il suivra le plan suivant, donc un rappel du dénombrement, notion de probabilité, donc quelques distributions discrètes, donc la loi des grands nombres et théorème de la valeur centrale, et on va voir la distribution gaussienne au normal. Donc, pour le dénombrement, on va commencer par définir la factorielle. Donc, la factorielle, c'est le produit de i allant de 1 jusqu'à n, c'est n fois n moins 1 fois n plus, moins 2, n jusqu'à 1. Donc, et par convention, le 0 factoriel, ça fait 1. Donc, ça traduit de manière générale le nombre de permutations ou bien que comment je peux répartir un ensemble, comment je peux répartir ou bien réarranger un n objets dans l'ensemble tout entier, dans le n. Donc, je prends un n objet, donc, par exemple. Donc, ceci, il est réparti en quelque sorte par n façons. Donc, je change ces deux-là et je reprends, je vais avoir n-1 façons. Donc, de même, je change les autres, donc je vais avoir n-2 façons jusqu'à arriver à une façon. Donc, je totalise ça, je vais avoir ces n, facteur de n-1, facteur de n-2, etc. Donc, ce n'est autre que c'est le n factoriel. Donc, ça, c'est parce que ici, donc, le n appartient à n. Donc, je peux même définir la factorielle pour un nombre, donc fractionnel ou bien réel, donc à travers ce qu'on appelle la fonction gamma de l'air. Donc, il est défini comme ceci. Donc, la fonction gamma de l'air, donc c'est l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins x, de x à la puissance n-1 exponentielle moins x d de x. Donc, on montre facilement que gamma de 1, ça fait 1, donc c'est simple. Donc, je reprends une page donc, de brouillon. Donc, on a dit que la fonction gamma de l'air, gamma de n, ça vaut l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de x à la puissance n-1 exponentielle moins x
d de x. Donc avec la propriété gamma de 1 est égal à 0. Donc c'est simple à vérifier. Donc je prends ici 0 et 1, ça fait x à la puissance 0, ça fait 0. Donc je vais avoir c'est l'intégrale de exponentielle moins x moins entre 0 et plus l'infini. Donc à plus l'infini, je vais avoir 0. À 0, je vais avoir 1 avec le moins, et de moins, ça va faire 1. Donc le gamma de 1, ça fait 1. Le gamma de 1, ça fait 1. Donc après, je vais essayer de montrer cette relation de récurrence. Donc la relation de récurrence, c'était gamma n est égal à n-1, gamma de n-1. Donc pour faire ça, donc, je vais faire appel à l'intégration par partie. Donc je sais que l'intégrale de f' fois g est égale, donc c'est l'intégrale de f g, donc moins l'intégrale de f g'. Donc je prends g est égal le polynôme, donc la puissance x n-1. Donc je vais avoir le g', ça va faire n-1 x à la puissance n-2. Donc f' est égal exponentielle moins x. Je passe à la primitive, ça va faire f est égal moins exponentielle moins x. Donc je remplace ici. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir en quelque sorte que c'est f fois g, donc x n-1 fois exponentielle moins x, donc avec un signe moins entre 0 et plus l'infini. Donc au voisinage de l'infini, le terme exponentiel est le dominant, donc exponentielle de moins x, ça va faire 0. Exponentielle de moins l'infini, ça va faire 0. Et au voisinage de 0, je peux approximer le exponentiel avec 1, donc le polynôme qui est dominant, et ça va faire 0 à la puissance n-1, ça fait 0. Donc le premier terme, il est nul. Donc je vais avoir moins l'intégrale de f, ça veut dire que x, exponentielle moins x, avec un signe moins, donc ce moins-là, ça va faire un plus, et g', ça va faire n-1, facteur de x, n-2, d de x. Et ceci, ce n'est autre que c'est n-1, facteur de gamma de n n-1. Donc gamma de n est égal à n-1 gamma de n. Donc sinon je peux faire ça par une démonstration, donc pour conclure, donc je peux faire ça par une démonstration par récurrence. Je suppose que ça c'est vrai pour n-1, je le montre que c'est valable pour n, ou bien pour n, je montre que c'est valable pour n-1. Donc si je veux, à partir d'ici, si je veux écrire la factorielle de n, un simple changement d'indice me permet d'écrire que c'est 0 est égal, c'est 0, l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini, x à la puissance n, exponentielle moins x, d de x entre 0 et plus l'infini. Donc ceci, je peux le transformer ici, donc en écrivant x à la puissance n, c'est exactement, c'est exponentielle, le log de x à la puissance n, que je peux écrire que c'est exponentielle de n log de x. Donc le produit des puissances, c'est la somme en quelque sorte. Donc pour trouver cette relation-là. Un exemple, donc je peux calculer le gamma de 1,5, donc et le gamma de moins 1,5, donc ça permet de montrer que la fonction gamma elle est paire, donc ça donne racine de pi. Donc on a souvent besoin de ce genre
d'intégrale, donc le calcul de cette intégrale, c'est l'intégrale 0 jusqu'à l'infini, x à la puissance n exponentielle moins alpha, c'est n factoriel, divisé par alpha moins 1. Donc on a parlé aussi, pourquoi on a introduit ça, donc c'est pour ce qu'on appelle l'approximation de Stirling. Donc l'approximation de Stirling, c'est importante, donc au niveau pour des n très supérieurs à 1, donc pour des valeurs très grandes de n. Donc je ne peux pas intégrer donc n fois ou bien 1000 fois une intégrale, utiliser une intégrale par partie n fois, c'est énorme, même au niveau du calcul de la factorielle, au niveau, par le produit de n-1 fois n-2, etc. Donc c'est difficile. Donc pour les grands nombres, on utilise l'approximation de n. De n factoriel, ça vaut n log de n moins n. Donc, la démonstration, il existe sur un exercice facultatif de la série 1, vous pouvez le voir. Sinon, je vais montrer en quelque sorte la réalisation de cette égalité. Donc, ici, je plotte la fonction log de x factoriel avec x log de x pour différentes valeurs. Donc la première figure, c'est quand x varie entre 0 et 3. Donc les deux courbes sont éloignées, ça veut dire que il y a une certaine différence entre les deux parties de l'égalité. Donc quand je prends x est égal à 30, je regarde que les deux courbes ils se rapprochent. Donc ça veut dire que je me rapproche de l'égalité, où l'égalité, c'est approximativement valable. Donc sinon, pour les grandes valeurs, quand je prends x, donc 300, donc les deux courbes se superposent, ils deviennent identiques, donc l'approximation, elle est valable pour les grandes valeurs. Donc on continue, donc toujours notre partie sur le dénombrement, donc on va parler de combinaison. Donc la combinaison, c'est comment je vais arranger en quelque sorte un P objet dans un N objet sans tenir compte de l'ordre. Ça va faire la combinaison, c'est CP de N. Donc elle est donnée par N factoriel divisé par P factoriel N-1 P factoriel. Donc en guise d'exemple, je calcule, donc je vais choisir deux couleurs à partir des 3. Donc le rouge, le vert, le bleu, je vais prendre 2. Donc soit je prends le rouge et le vert, soit le vert et le bleu, ou bien le rouge et le bleu. Donc c'est sans tenir compte, et je vais trouver c'est C2 de 3, et ça va faire 3. Donc il y a un ensemble de propriétés ici, donc qu'on rappelle juste. Donc il y a Cp de n en relation avec n-1, donc C de 0 n est égal C de n est égal à 1, donc C de 1 n est égal C de n moins 1 n, et ça vaut n. Donc il y a aussi la formule de Pascal, donc la démonstration se trouve sur le diapo, ici. Donc, il y a la formule dite binôme de Newton, donnée par la formule suivante, c'est la généralisation en quelque sorte de l'identité remarquable. Donc au lieu d'avoir a, b à la puissance 2, donc ça on le sait, c'est a au carré plus b plus 2ab plus b au carré. Donc maintenant c'est j'ai ici un n donc, au lieu de 2, donc je vais utiliser ça. Et le tableau, donc des coefficients, ça donne ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Donc ça, c'est la démonstration de la formule de Pascal, donc on ne va pas tarder là-dessus. Maintenant, je vais parler de l'arrangement. Donc l'arrangement, l'ordre ici, c'est important. Donc je vais choisir en quelque sorte P objet, ou bien P éléments, dans un N éléments. Comment je vais réorganiser
ou bien, donc, de combien de façons je vais réorganiser en quelque sorte P éléments dans un N éléments. Donc, je reprends l'exemple de la factorielle. Donc, si je prends N objets, donc je vais avoir N façons de faire ça en premier lieu, après N-1 façons, etc. Et puisqu'il s'agit de P objets, donc je vais avoir c'est N moins P moins 1. Je vais m'arrêter là, façon, au lieu de 1. Donc c'est N moins P moins 1. Donc du coup, l'arrangement, ce n'est autre que ce produit-là. Donc il est donné par cette formule. Donc la relation qui lie l'arrangement à la combinaison, c'est cette valeur-là. Donc c'est une division par P factoriel. Donc je donne un exemple simple. Donc je prends 3 lettres, donc le A, le B et le C. Je vais prendre 2. Donc si je choisis de ne pas faire d'ordre, je vais prendre C, 2, 2, 3. Donc soit je prends AB, BC ou bien AC. Donc ça va faire 3. Sinon, si je tiens compte de l'ordre, maintenant, le AB elle est différent du BA. Donc de même AC est différent de CA, BC avec CB, c'est différent. Et ça va faire un arrangement maintenant de 2 à 3 et ça va donner 6. Donc on s'arrêtera là aujourd'hui. Donc la séance prochaine, on traitera la notion de probabilité. Et merci de votre attention.